Mes parents ont abandonné mon fils de 8 ans seul à la maison pendant qu'ils emmenaient les jumeaux de ma sœur à Disneyland. Ils ont menti pendant des jours, prétendant qu'ils s'amusaient. Quand je l'ai découvert, je les ai traînés en justice et je leur ai fait payer chaque mensonge. Salut, Reddit. Ma famille m'a toujours traité comme le plan B, le type fiable qu'on peut utiliser et oublier. J'ai laissé passer ça pendant des années, jusqu'à ce qu'il dépasse les bornes avec mon fils. Avant de vous raconter comment tout a explosé, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Nathan Reyes. J'ai 38 ans, je suis superviseur d'équipement pour une entreprise de construction à Fresno. Je fais de longues journées, j'élève mon fils de 8 ans, Lucas, et j'essaie de ne pas penser à la chaise vide en face de nous au dîner. Ma femme, Maria, est décédée il y a 5 ans. Depuis, il n'y a plus que lui et moi. La famille existe toujours, techniquement. Mes parents, Gloria et Hector, habitent à 20 minutes de route. Ma sœur cadette, Diane Rivers, habite encore plus près. Pourtant, ils aiment me rappeler que j'ai de la chance qu'ils soient si proches. Je ne me souviens pas de la dernière fois où ils se sont manifestés pour quelque chose d'important. Ce matin-là, j'avais attaché des ballons aux chaises de la salle à manger et préparé une petite pizza, la préférée de Lucas. Nous avions invité la famille. Ma mère avait promis qu'ils viendraient tous vers 18h. Lucas décomptait les minutes, regardant par la fenêtre toutes les quelques minutes, les cheveux encore humides de la douche. 18h sont passées, puis 19h. La pizza a refroidi. Je lui ai dit qu'ils étaient probablement coincés dans les embouteillages. À 20h, il a arrêté de demander. La sonnette a retenti à 20h15. Il a sprinté vers la porte, pensant que c'était eux. C'était un livreur tenant une enveloppe matelassée pour Lucas Reyes. Lucas m'a regardé, confus mais plein d'espoir. J'ai signé et je la lui ai tendue. À l'intérieur se trouvait une fine Bible pour enfants avec l'écriture de ma mère sur une carte glissée à l'intérieur. Tout bon garçon devrait apprendre la gratitude tôt. Lis ceci et souviens-toi d'être reconnaissant pour ce que tu as. Pas de carte cadeau, pas de jouet, juste un sermon dans une enveloppe. Lucas a fixé le livre. J'ai fait quelque chose de mal, a-t-il demandé doucement. J'ai forcé un sourire. Non, mon grand. Pas du tout. Il a hoché la tête et a ouvert la Bible comme si elle pouvait changer s'il la regardait assez attentivement. J'ai quand même allumé les bougies. Nous avons chanté. Nous avons mangé une seule part de pizza chacun et il est allé se coucher tôt. Pendant que je nettoyais la table, j'ai vu mon téléphone s'allumer. Diane avait posté sur Instagram une photo d'elle, de mes parents, de son mari Greg et de leurs 2 enfants assis à une table de restaurant. Steak, vin, tout y était. Légende, soirée dîner en famille. Ils avaient choisi ce soir-là. Cette soirée. J'ai fait défiler la photo et j'ai fermé mon téléphone avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Le lendemain matin, la maison sentait la pizza de la veille et les ballons pendaient à mi-hauteur du sol. Lucas est entré dans la cuisine, traînant sa couverture. Tu penses que mamie a oublié la fête? Elle est probablement occupée, ai-je dit. On fera quelque chose d'amusant ce week-end, juste nous deux. Il a souri, parce que c'est ce que font les bons enfants quand ils sont habitués à la déception. Vers 10h, mon téléphone a vibré. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai répondu « Bonjour, maman ». Sa voix était enjouée, comme si elle avait répété son texte. Nathan, on a pensé à Lucas. On se sent très mal d'avoir manqué son anniversaire. Diane emmène les jumeaux à Disneyland la semaine prochaine. On pense qu'ils devraient venir avec nous. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant Lucas dessiner à table. C'est généreux. Ce sera bon pour lui, a-t-elle dit. Il pourra passer du temps avec ses cousins, se faire des souvenirs. Tu travailles si dur, une pause te ferait du bien. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes parents ne sont pas connus pour leurs élans soudains de générosité. Puis elle a ajouté, peut-être que ce voyage lui apprendra la gratitude. Voilà encore ce mot. La gratitude. Toujours leur mot préféré quand on leur donnait le strict minimum. Je vais y réfléchir, ai-je dit. N'y pense pas trop. On a déjà acheté les billets. C'est un cadeau, Nathan. Ne complique pas les choses. La voix de Diane s'est fait entendre faiblement à travers le haut-parleur. Dis-lui de prendre des vêtements décents. On ne va pas garder un gamin en haillons.
J'ai senti ma mâchoire se crisper. Passe-la moi. Ne commence pas, a dit maman rapidement. Elle est juste excitée. J'en suis sûr. On passera le prendre le matin du voyage, a-t-elle dit, d'un ton ferme. Pas besoin de nous remercier. Je voulais dire non. Chaque partie de moi le voulait, mais Lucas avait passé la nuit précédente à demander pourquoi il n'était pas venu. Pourquoi mamie n'avait même pas appelé. Dire non le punirait lui, pas eux. D'accord, ai-je dit. Mais vous veillez sur lui. Compris. Maman a expiré comme si j'étais une nuisance. Bien sûr que nous le ferons. Tu ne nous fais pas confiance? La confiance. Un autre mot qu'ils aiment utiliser quand ils sont sur le point de me décevoir. Après l'appel, je suis resté là un long moment, le téléphone encore chaud dans ma main. Lucas a levé les yeux de ses dessins. C'était mamie? Oui, ai-je dit. Elle veut que tu ailles à Disneyland avec eux. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Vraiment? Il a sauté de sa chaise et m'a serré fort dans ses bras. Merci, papa. Ne me remercie pas encore, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Promets-moi juste de t'amuser. Il a hoché la tête, courant déjà dans sa chambre pour emballer des souvenirs imaginaires. Mon vol pour Denver était prévu pour le lundi matin, le même jour où il prévoyait de partir pour Disneyland. C'était comme si l'univers me mettait à l'épreuve. Deux voyages distincts qui n'auraient pas pu être mieux synchronisés. Je me suis dit que c'était un signe que les choses pourraient enfin bien se passer pour une fois. Le dimanche après-midi, j'ai étalé les vêtements de Lucas sur le canapé, shorts, t-shirt, pyjama et ses petites baskets au bout éraflés. Il planait à côté de moi, excité et nerveux. « Tu penses que mamie aimera mes dessins ?» a-t-il demandé. « Elle va les adorer », ai-je dit en pliant une pile de t-shirts. « Et n'oublie pas de prendre ton carnet de croquis. Tu pourras dessiner tout ce que tu vois. » Il a souri et a couru le chercher. Dans la poche avant, il gardait une photo de sa mère. Maria le tenant bébé. Tous deux souriant à l'appareil photo. Il l'emportait toujours en voyage. Le soir, sa valise était prête. J'ai tout étiqueté, même les encas. Barres de céréales, crackers, briques de jus. Je connaissais ma famille. Si je ne planifiais pas à l'avance, Lucas finirait par se nourrir de fast-food et de restes. Vers 18h, je l'ai conduit chez mes parents pour déposer ses affaires. Gloria a ouvert la porte, arborant son expression habituelle, un sourire crispé, des yeux polis, sans la moindre chaleur derrière. « Eh bien, voilà mon petit-fils », a-t-elle dit comme si elle accueillait un invité au lieu d'un membre de la famille. « Salut, mamie », a dit Lucas timidement, en lui tendant un de ses dessins. « C'est nous à Disneyland. » Elle l'a regardé une demi-seconde avant de le poser sur une table d'appoint sans commentaire. Charmant. J'ai sorti une enveloppe de ma veste et je la lui ai tendue. C'est pour lui, ai-je dit. Nourriture, souvenirs, tout ce qu'il voudra. Elle l'a soupesé dans sa main, le pouce pressé contre le bord des billets. C'est combien? 460 €. Ses sourcils se sont haussés. C'est généreux. C'est pour lui, ai-je répété. Elle l'a glissé dans son sac à main comme une serveuse empoche un pourboire. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Ces 460 € provenaient de mon propre budget de voyage, je me disais que je pourrais sauter quelques repas si cela signifiait qu'il passerait le meilleur moment de sa vie. Elle n'a pas répondu, me gratifiant simplement de ce même sourire pincé. Diane est apparue depuis le couloir, portant des lunettes de soleil de marque bien que nous soyons à l'intérieur. « Oh, il vient finalement » a-t-elle dit. « Bien. Peut-être qu'il apprendra enfin à s'amuser avec des enfants normaux. » Je l'ai regardé. « Il est normal, Diane. Il a 8 ans. »« Détends-toi » a-t-elle dit avec un sourire narquois. Je plaisantais. Greg est entré derrière elle, le téléphone à la main, sans même prendre la peine de lever les yeux. « On part tôt demain. »« 6 heures pétantes » a dit Diane. « On ne veut pas être dans les embouteillages. »« Bien » ai-je dit en me tournant vers Lucas. « Tu es prêt pour ta grande aventure ?» Il a hoché la tête, les yeux grands ouverts. « Tu penses que je verrai Mickey ?»« Je pense que tu verras tout » ai-je dit en m'agenouillant pour ajuster la sangle de son sac à dos. « Assure-toi juste de m'appeler tous les soirs, d'accord ? » Promis. Il m'a serré fort.
Ses petits bras avaient toujours le don de m'ancrer. Je ne voulais pas le lâcher. Ne t'inquiète pas autant, a dit Gloria derrière moi. On dirait qu'on n'a jamais élevé d'enfant. Je me suis relevé et je lui ai fait face. Vous en avez élevé deux. Je vous demande juste de vous occuper d'un seul. Ses lèvres se sont pincées. Toujours avec cette attitude. Je suis juste clair. Diane a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es épuisant. Pas étonnant que maman soit toujours stressée après t'avoir parlé. Je l'ai ignoré et me suis tourné à nouveau vers Lucas. Tu vas passer un excellent moment. Envoie-moi des photos. Il a hoché la tête. Je t'aime, papa. Je t'aime encore plus. En sortant vers la voiture, mon estomac était noué. Je me suis dit que c'était juste le stress du voyage, un déplacement professionnel, un vol tôt, trop de café, rien de plus. Cette nuit-là, j'ai mis mon réveil à 4 heures du matin et j'ai vérifié mon itinéraire une deuxième fois. Denver pour 4 jours. Retour vendredi, juste assez de temps pour qu'il s'amuse. Je me suis assis sur le canapé un moment, fixant le salon vide. Son sac à dos était parti. Les petits désordres qu'il faisait habituellement étaient déjà nettoyés. L'appartement était trop calme. J'ai essayé de l'imaginer riant dans les manèges, mangeant une glace, achetant peut-être quelque chose avec l'argent que je leur avais donné. C'est ce que je voulais croire. Mon téléphone a vibré vers 22 heures. Un SMS de maman. On a tout emballé. Lucas est excité. J'ai répondu, merci de l'emmener. Pas de réponse. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers l'aéroport. À la porte d'embarquement, j'ai appelé une fois de plus. Diane a répondu sur haut-parleur. Des enfants criaient en arrière-plan. On est sur la route, a-t-elle dit. Lucas va bien? Il va bien, a-t-elle dit, distraite. Il est silencieux, mais il va se détendre. Je peux lui parler? Il dort, a-t-elle dit. On appellera quand on s'arrêtera pour déjeuner. D'accord, assure-toi juste qu'il mange. Au revoir, Nathan, a-t-elle dit avant de raccrocher. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là à fixer mon téléphone jusqu'à l'appel à l'embarquement. Dans l'avion, j'ai essayé de me concentrer sur mes notes de travail, mais mon esprit revenait à la table de la cuisine, à cette Bible posée près de la fenêtre, la note toujours glissée à l'intérieur. Tout bon garçon devrait apprendre la gratitude tôt. Les mots résonnaient dans ma tête comme un parasite. Peut-être que ce voyage me prouverait le contraire. Peut-être qu'ils essayaient vraiment. Pourtant, quelque chose clochait. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot et je me suis dit de ne pas m'inquiéter. J'avais tout préparé. Je leur avais donné de l'argent. J'avais fait ma part. Maintenant, c'était à eux de faire la leur. Denver était une ville trépidante. Le genre de voyage qui aurait dû m'occuper l'esprit. Je me suis enregistré à l'hôtel le lundi soir, j'ai répondu à quelques emails professionnels et je me suis dit que Lucas allait bien. Dès mon arrivée, j'ai envoyé un SMS à ma mère. La réponse est venue presque instantanément. Il joue déjà avec les jumeaux. J'ai souri pour la première fois de la journée. J'ai même montré le message à un collègue, comme une preuve que les choses étaient enfin normales. Cette tranquillité a duré peut-être 1 heure. Le soir, je n'avais toujours pas de nouvelles de Lucas. Pas d'appel, pas de photos. J'ai de nouveau envoyé un SMS à maman. Tout va bien? Il dort, m'a-t-elle répondu. Leur histoire changeait de forme chaque fois que je demandais à entendre la voix de Lucas. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone dès mon réveil. Rien. J'ai envoyé un autre message. Comment va-t-il? Quelques minutes plus tard, il va bien. Il s'amuse. C'était tout. Pas d'histoire sur les manèges, pas de photos de sourire, pas même une mention de ce qu'il avait mangé. Ça ne lui ressemblait pas. Ça semblait répété. Au déjeuner, je l'ai appelé. Directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. J'ai essayé Diane ensuite. Pas de réponse. Greg, directement sur la messagerie vocale. À la fin de mes réunions, un nœud s'était formé dans ma poitrine. Je n'arrêtais pas de rafraîchir mes messages, faisant défiler les SMS comme si quelque chose de nouveau pouvait apparaître si je fixais assez longtemps. J'en ai envoyé un de plus. Je peux lui parler rapidement?
Pas de réponse. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre d'hôtel avec la télé en sourdine, regardant les informations sans les entendre. Mon téléphone était posé face vers le haut sur la table, l'écran noir. Je me suis dit qu'ils étaient probablement juste occupés. Disneyland était bruyant, bondé, plein de distractions. Peut-être qu'ils ne voulaient pas perdre de vue les enfants en répondant aux appels. C'était logique. Il le fallait. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Vers 22 heures, j'ai de nouveau envoyé un SMS. Je prends juste des nouvelles. Tout va bien? Rien. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai appelé une dernière fois, directement sur la messagerie vocale. À minuit, je ne pouvais plus faire semblant. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, j'ai sauté le petit déjeuner et j'ai appelé l'hôtel qu'il disait avoir réservé à Anaheim. La femme à la réception a cherché le nom. Je suis désolé, monsieur, a-t-elle dit. Je n'ai aucune réservation au nom de Reyes ou Rivers. Je lui ai donné toutes les orthographes possibles. Toujours rien. Elle a marqué une pause. Êtes-vous sûr qu'il séjourne ici? C'est là que mes mains ont commencé à trembler. Oui, ai-je dit, bien que ma voix soit sortie faible. J'en suis sûr. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. J'ai rappelé maman. Diane, Greg. Tous sont allés directement sur la messagerie vocale. J'avais l'impression que l'air se raréfiait. Au travail, j'ai agi machinalement, hochant la tête pendant les réunions, souriant à des choses que je n'entendais pas. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur sursautait. En fin d'après-midi, j'ai enfin reçu un message. Ce n'était pas de maman. C'était de Diane. Détends-toi. Il va bien. Tu te comportes en paranoïaque. J'ai répondu, je peux juste entendre sa voix. Pas de réponse. 10 minutes plus tard, j'ai rappelé, directement sur la messagerie vocale. Je ne savais pas quoi faire. Appeler la police? Pour déposer plainte pourquoi? Confiance trahie? Mon fils était censé être avec sa famille. Je n'avais aucune preuve, à part de mauvais pressentiments. Cette nuit-là, j'ai essayé de dîner au restaurant de l'hôtel. La nourriture avait un goût de papier. Je n'arrêtais pas de regarder la porte, m'attendant à les voir entrer. Me dire que tout n'était qu'un malentendu. En retournant dans ma chambre, j'ai vu un nouveau SMS. Maman encore. Il dort. Arrête de t'inquiéter autant. Je l'ai fixé pendant une bonne minute avant de poser le téléphone. Si Lucas était vraiment avec eux, pourquoi ne pouvait-il pas me parler? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement lui passer le téléphone pendant 30 secondes? Et si c'était leur façon de lui apprendre ça? Une leçon tordue d'indépendance. Cela paraissait insensé, mais tout le reste aussi. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis sur le bord du lit à regarder les chiffres de l'horloge changer. Vers 3 heures du matin, j'ai essayé d'appeler à nouveau. Rien. Le silence n'était plus seulement frustrant. Il était terrifiant. Quand le soleil s'est levé, j'ai fait mes valises. Même si la conférence durait encore un jour, mon instinct me disait de rentrer à la maison. Je ne savais juste pas ce que je trouverais en arrivant. J'étais à mi-chemin de la réception de l'hôtel quand mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer, mais le numéro avait un indicatif de Californie. Monsieur Reyes? La voix était posée. Officiel. Ici l'officier moral du département de police de Fresno. Mon pouce est accéléré. Oui. Votre fils a été retrouvé sain et sauf, mais vous devez rentrer immédiatement. Retrouver, ai-je répété. Le mot ne collait pas, que voulez-vous dire par retrouver? Il est censé être avec mes parents. Il y a eu une pause, un petit soupir. Un voisin a signalé du mouvement à l'intérieur de la maison de vos parents. Il pensait qu'il s'agissait d'un cambriolage. Nos officiers sont intervenus, ont forcé l'entrée et ont trouvé votre fils à l'intérieur. À l'intérieur de la maison? Oui, monsieur. Seul. Le couloir a basculé. Ma main est devenue engourdie autour du téléphone. Depuis combien de temps? D'après ce que nous pouvons dire, au moins 2 ou 3 jours. J'ai senti le monde se rétrécir à un seul son, le flux de sang dans mes oreilles. Il est en sécurité maintenant, a dit Moral prudemment. Les ambulanciers l'ont emmené à l'hôpital Saint-Agnès pour observation.
Il est stable mais déshydraté et effrayé. Il n'arrête pas de vous réclamer. Ce mot est resté maintenant. Pas en sécurité. En sécurité maintenant. Je prends un vol pour rentrer, ai-je dit, me dirigeant déjà vers les ascenseurs. Je comprends, monsieur Reyes. Les services de protection de l'enfance ont été prévenus. Nous devrons vous parler à votre arrivée. Bien sûr. J'ai raccroché et j'ai réservé le premier vol sans réfléchir. Mes mains tremblaient pendant que je tapais mes informations. La femme au comptoir a essayé de faire la conversation. Je n'ai pas entendu un mot de ce qu'elle a dit. Le vol de retour a été un flou. Je ne me souviens ni du décollage ni de l'atterrissage. Juste la voix de Morale tournant en boucle dans ma tête. En sécurité maintenant. Pas en sécurité avant. Pas en sécurité quand il aurait dû l'être. Quand je suis arrivé à Fresno, le soleil était bas et le ciel avait l'air meurtri. Une voiture de patrouille attendait devant le terminal, ses gyrophares éteints. Morale, un homme trapu d'une quarantaine d'années, se tenait à côté. Monsieur Reyes. J'ai hoché la tête. Il a ouvert la porte passager. Je vous emmène à l'hôpital. Pendant le trajet, il a expliqué ce qui s'était passé. Votre voisine, Madame White, a remarqué que les rideaux bougeaient. Elle savait que vos parents étaient censés être absents, alors elle a appelé. Les officiers sont arrivés, ont frappé plusieurs fois, pas de réponse. Ils ont entendu des pleurs à l'intérieur. Ma gorge s'est serrée. Quand ils ont forcé la porte, ils ont trouvé votre fils dans le salon. Presque pas de nourriture, pas d'eau à part ce qu'il a trouvé dans un gobelet de salle de bain. Il nous a dit qu'il était là depuis lundi. Ça fait 3 jours, ai-je dit doucement. Oui, monsieur. Où étaient mes parents? Il m'a jeté un regard. Nous essayons toujours de confirmer. Leurs téléphones sont éteints. Celui de votre sœur aussi. J'ai regardé par la fenêtre les lampadaires qui défilaient. Chacun éclairait mon reflet comme une pulsation. Quand nous sommes arrivés à Saint-Agnès, Morale s'est garé devant. Il est en observation pédiatrique, a-t-il dit. Les services de protection de l'enfance vous rencontreront après l'autorisation du médecin. J'ai franchi les portes de l'hôpital avant qu'il ait fini de parler. L'infirmière à l'accueil m'a immédiatement reconnu. Monsieur Reyes, il vous réclamait. Elle m'a conduit dans le couloir jusqu'à une petite chambre. Lucas était assis sur le lit, pas les minces, une perfusion scotchée à son bras. Ses vêtements étaient froissés, son visage strié de larmes séchées. Quand il m'a vu, il a souri faiblement. Papa, a-t-il dit, d'une petite voix. J'ai traversé la pièce et je l'ai serré contre moi, en faisant attention de ne pas tirer sur les tubes. Je suis là, mon grand. Tu vas bien. Ils sont partis, a-t-il murmuré contre mon épaule. Mamie a dit qu'ils reviendraient bientôt, mais ils ne sont pas revenus. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'ai dégluti difficilement. Tu n'as rien fait de mal. Tu m'entends? Rien. Il a hoché la tête, ses petites mains agrippant ma chemise. L'infirmière a vérifié le moniteur. Il a de la chance. Légère déshydratation, un peu faim, mais il est costaud. Je l'ai regardé. Il peut rentrer ce soir? Le médecin veut le garder en observation cette nuit, juste pour être sûr. J'ai hoché la tête. C'est bon. Quand elle est partie, je me suis assis à côté de son lit. Il s'est endormi en quelques minutes, me tenant la main. Je suis resté là à regarder la perfusion, le bip régulier du moniteur. Chaque son dans cette pièce s'est gravé en moi. Morale est revenu 1 heure plus tard, un carnet à la main. Monsieur Reyes, je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin d'une déposition. Bien sûr. Il s'est assis en face de moi. Vous avez dit que vos parents devaient l'emmener en voyage. Oui, à Disneyland. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient déjà pris. Ils ont dit qu'il était avec les jumeaux. Ils sont partis pour Anaheim sans lui. Ma mâchoire s'est crispée. Ils ont menti. Il a hoché la tête. Nous confirmons les détails maintenant. Les services de protection de l'enfance vont demander une surveillance protectrice temporaire. C'est la procédure standard dans ces cas. Je suis son père, ai-je dit. Il n'ira nulle part sans moi. C'est clair, a dit Morale en fermant son carnet. Mais nous devons suivre les étapes. Quand il est parti,
je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé Lucas dormir. Ses cheveux étaient emmêlés, sa peau pâle sous les lumières de l'hôpital. Mais sa respiration était régulière. En sécurité maintenant. Les mots tournaient en boucle parce qu'avant ça, il ne l'était pas. Pas avant. Pas quand je pensais qu'il était sur la route à jouer avec les jumeaux. Pas quand j'envoyais des SMS à des gens qui savaient déjà ce qu'ils avaient fait. Seulement maintenant. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, regardant l'aube se glisser à travers les stores. Au matin, mes mains avaient cessé de trembler. La peur avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme, de plus aiguisé. Ce n'était plus de la confusion. C'était un but. Ils voulaient lui apprendre la gratitude. Ils étaient sur le point d'apprendre ce que signifiait la responsabilité. Au moment où Lucas a été autorisé à quitter l'hôpital, le choc s'était transformé en quelque chose de plus dur. Le rapport de police était déposé. Les services de protection de l'enfance avaient tout documenté, et j'avais des copies de chaque SMS qu'ils avaient envoyé en prétendant qu'il était avec eux. Les services de protection de l'enfance ont approuvé un plan de sécurité le jour même pour que je puisse le laisser chez Madame Patel, la voisine, pendant que je m'occupais des dépositions et de la paperasse. Puis, j'ai conduit directement chez mes parents. La police les avait contactés à Anaheim. Ils étaient rentrés en voiture pendant la nuit. Une plaque de contreplaqué recouvrait le cadre de porte éclaté, les vis neufs brillant sur le bois. Leur jardin avant avait l'air comme d'habitude. Étayé, lumière du porche encore allumée en plein jour. L'image parfaite de la normalité. Cela me retournait l'estomac. Gloria a ouvert la porte avant que j'aie pu frapper 2 fois. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable comme si elle attendait de la visite. Son sourire était crispé. Tu n'avais pas besoin de faire une scène, Nathan. Il va bien maintenant. Je l'ai fixé. Vous avez enfermé mon fils dans une maison et vous êtes parti. Son expression n'a pas changé. Oh, arrête. Tu dramatises. Il n'a pas été blessé. Il a passé 3 jours sans nourriture ni eau. Il avait l'eau courante, a-t-elle dit en croisant les bras. On dirait qu'il a été abandonné dans les bois. Derrière elle, Diane est apparue, lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle se cachait de la vérité. On pensait qu'il voulait rester, a-t-elle dit nonchalamment. Il est sensible. La moindre petite chose le fait pleurer. Greg est entré derrière elle, tenant une tasse de café comme si l'endroit lui appartenait. Il a survécu, n'est-ce pas? Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pendant une seconde, le silence dans la pièce était assez lourd pour suffoquer. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Vous avez pris l'argent que je vous ai donné. Vous m'avez menti. Vous avez laissé un enfant enfermé dans une maison. Diane a haussé les épaules. On n'a rien pris. Maman a dit que tu le lui avais donné. C'était pour lui. Greg a ricané. L'argent, c'est de l'argent. Détends-toi. Je l'ai regardé. Tu trouves ça drôle? Il a souri avec suffisance. Tu as toujours été trop émotif, Nat. Toujours à essayer de jouer les héros. J'ai pris une profonde inspiration, calme et basse. Je n'ai pas eu besoin de crier. Vous avez pris son argent. Vous m'avez menti. Vous avez laissé un enfant seul. Ça s'arrête maintenant. Le sourire de Gloria s'est brisé. Tu exagères toujours. Tu le couves depuis la mort de sa mère. C'est ça le problème. Tu veux dire depuis que vous n'avez pas pris la peine de lui rendre visite à l'hôpital? Ai-je rétorqué. Depuis que vous avez envoyé des fleurs au lieu de venir? Sa voix est devenue vive. Ce n'est pas juste. Ce que vous avez fait non plus. Diane a levé les yeux au ciel. Oh, arrête de jouer la victime. Tout tourne toujours autour du pauvre Nathan. Maman a fait de son mieux. Tu aimes juste jouer les martyrs. Je me suis tourné vers elle. Tu as abandonné mon fils. Tu l'as laissé mourir de faim pendant que tu souriais pour des photos à Disneyland. Ce n'est pas vrai, a-t-elle répliqué sèchement. On ne savait pas, vous saviez exactement ce que vous faisiez. Greg s'est avancé, la voix basse mais condescendante. Tu as de la chance que maman ne porte pas plainte pour diffamation. Tu as assez embarrassé cette famille. Cette famille? J'ai ri une fois, sans aucun humour. Vous pensez que vous êtes une famille? Gloria a croisé les bras plus fort.
On a fait ce qu'on pensait être le mieux. Tu as toujours été ingrat, Nathan. On t'a tout donné et tu n'as jamais dit merci une seule fois. Tout, ai-je dit en la fixant. Vous m'avez donné une enfance pleine de comparaisons et de culpabilité. Vous avez donné à mon fils de la négligence et de l'humiliation. Ce n'est pas tout. Ce n'est rien. Diane a levé les mains en l'air. Oh, ça y est. Le sermon. Tu n'es pas un saint, Nat. Tu penses que cette seule erreur fait de nous des monstres? Une seule erreur? Je me suis approché. Vous avez laissé un enfant de 8 ans enfermé dans une maison pour lui apprendre la gratitude. Vous pensez que c'est une erreur? C'est de la cruauté. Greg a marmonné, il va bien maintenant. Tu surréagis. Je me suis tourné vers lui, ma voix basse, posée. Greg, dis-leur ce qui arrive quand on manque de respect au fils d'un homme. Il s'est tu. Le sourire narquois a disparu. Il a baissé les yeux sur son café. C'est ce que je pensais. Le visage de Gloria s'est durci. Tu n'es pas le bienvenu ici si tu vas nous parler comme ça. J'ai hoché la tête une fois. Bien. Je me suis dirigé vers la porte. La voix de Diane m'a suivi. Tu le regretteras. La famille reste soudée. Je me suis arrêté sur le seuil. Greg, ai-je dit sans me retourner. Dis-leur quel genre de famille reste soudée après ça. Il n'a pas répondu. Je suis sorti à la lumière du soleil et j'ai refermé la porte derrière moi. Mes mains ne tremblaient plus. Alors que je marchais vers la voiture, Greg m'a appelé depuis le porche, la voix incertaine maintenant. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras, Nat. La famille, c'est tout ce qu'on a. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai regardé une dernière fois en arrière. Pas ce genre-là. Puis je suis parti. Le trajet de retour a été silencieux, à l'exception du bruit des pneus sur l'asphalte. Mon téléphone était sur le siège passager, vibrant d'appels manqués de numéros qui ne m'importaient plus. Au premier feu rouge, j'ai composé un numéro que j'avais noté plus tôt sur une liste de référence de la police. Une avocate en droit de la famille nommée Claire Soto. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ici Claire. Ici Nathan Reyes, ai-je dit. Ma famille a abandonné mon fils pendant que j'étais hors de l'état. Je veux porter plainte pour négligence, vol, tout ce qui s'applique. Je veux que cela soit géré correctement. Son ton a immédiatement changé. Vous avez dit abandonner. Le rapport de police est-il déposé? Oui. Police de Fresno. Officier moral. Bien. J'aurai besoin d'une copie ainsi que de tous les SMS ou preuves d'échange financiers. J'ai tout. Alors nous commencerons par là, a-t-elle dit fermement. Ils feront face à plusieurs chefs d'accusation de mise en danger. Nous pouvons ajouter l'exploitation financière si vous pouvez prouver qu'ils ont pris l'argent de votre fils. J'ai expiré. Ils l'ont fait. Alors nous nous assurons qu'ils en répondent. Vous avez bien fait d'appeler. Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis un moment avant de reprendre la route. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais ni petit ni coupable. Je me sentais stable. Ils avaient passé des années à m'apprendre à rester silencieux, à avaler chaque insulte, à pardonner au nom de la famille. Plus maintenant. Ils voulaient donner une leçon de gratitude à mon fils. Maintenant, ils étaient sur le point d'en recevoir une sur les conséquences. Le matin après avoir appelé Claire Soto, les choses ont bougé rapidement. Elle n'a pas perdu de temps en mondanité, juste en résultat. En une semaine, le procureur a déposé les accusations criminelles, mise en danger d'enfants, code pénal 273A, et séquestration, code pénal 236. Claire s'est occupée de l'ordonnance de protection et a préparé notre plainte civile pour dommages et intérêts et restitution des 460 €. Le procureur poursuit les crimes, m'a dit Claire. Je m'assurerai qu'ils aient tout et je m'occuperai de l'ordonnance de protection et des dommages civils. Claire n'était pas comme les autres avocats que j'avais rencontrés. Elle était calme, vive d'esprit et intimidante, comme le sont les gens silencieux quand ils ne bronchent pas. Elle avait vu des cas comme le mien, mais peu d'aussi délibérés. Ils ne l'ont pas oublié, Nathan, a-t-elle dit en parcourant le rapport de police. Ils ont prévu de le laisser. C'est de l'intention. Elle a tout organisé. Les SMS où il mentait, les horodatages, les images des caméras piétons de la police lorsqu'ils ont forcé l'entrée de la maison.
Chaque pièce formait une chronologie qui dépeignait ma famille pour ce qu'elle était, calculatrice et négligente. Le pire a été de revoir les messages. Il va bien. Il dort. Arrête de t'inquiéter autant. Chacun plus froid que le précédent. Claire les a surlignés sur une grande impression. Ceci, a-t-elle dit en tapotant la page, va mettre fin à leur défense avant même qu'elle ne commence. Un mois plus tard, une enveloppe est arrivée à mon appartement. Mon nom était tapé proprement sur le devant. À l'intérieur se trouvait une lettre de mes parents. Cher Nathan, nous sommes profondément désolés pour le malentendu et pour toute la douleur causée. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire du mal. S'il te plaît, ne laisse pas des étrangers détruire cette famille. Pardonnons, allons de l'avant et guérissons. Avec amour, maman et papa. Les deux signatures semblaient étranges. Claire l'a fait examiner par un expert en écriture. Les résultats sont revenus clairs. Diane l'avait tapé et signé elle-même. Manipulation classique, a dit Claire en faisant glisser le rapport sur son bureau. Ils essaient de donner l'illusion du remords avant le procès. Le tribunal sentait légèrement le vieux papier et le café. Les murs étaient beiges, ternes, indifférents, ce qui convenait à un endroit où les gens se mettaient à nu, entre vérité et mensonge. La première audience semblait surréaliste. Gloria était assise à côté de Diane à la table de la défense, toutes deux vêtues de noir comme si elles assistaient à un enterrement. Greg était assis derrière elle, évitant mon regard. Claire s'est penchée vers moi. Prêt? J'ai hoché la tête. Oui, allons-y, l'accusation a d'abord appelé Madame White. La voisine âgée semblait petite sous les lumières du tribunal, mais elle a parlé avec une conviction ferme. J'ai vu du mouvement dans les rideaux, a-t-elle dit. Je pensais que c'était des cambrioleurs. Quand la police a forcé l'entrée, j'ai vu ce garçon assis par terre. Il avait l'air d'avoir peur de faire un signe de la main. La défense a tenté de minimiser son témoignage. Donc, vous n'avez pas réellement vu quelqu'un l'enfermer, a demandé l'avocat de la défense. Madame White n'a pas scié. Non, mais je l'ai vu seul. C'était suffisant. Puis est venu l'officier de police, Morale, qui a détaillé au tribunal ce qu'ils avaient trouvé. Une porte verrouillée, une barre de céréales à moitié mangée, un seul gobelet dans l'évier de la salle de bain. Le stylo du juge n'arrêtait pas de bouger. L'accusation a attendu le moment parfait pour montrer les SMS. Votre honneur, a dit le procureur en remettant les impressions. Ce sont des messages envoyés par les accusés pendant les 3 jours où l'enfant était porté disparu. Le tribunal est devenu silencieux tandis que le juge lisait chacun d'eux à haute voix. Il dort. Il va bien. Arrête de t'inquiéter autant. Puis est venue la pièce à conviction qui m'a brisé. Avec la permission du tribunal, le procureur a présenté un dessin au crayon fait en thérapie. Ceci a été dessiné par l'enfant pendant sa thérapie. On lui a demandé de dessiner l'endroit où il se sentait en sécurité, a dit le procureur. Le dessin montrait une maison sans porte, aux fenêtres coloriées en noir, et un petit bonhomme allumette à l'intérieur avec les mots « Moi ici » écrits au-dessus. Le juge l'a fixé pendant un long moment. Personne n'a parlé. Son thérapeute a dit « Certains enfants dessinent des maisons s'éléquant en sécurité et signifie que personne ne peut les atteindre. » Diane s'est agitée sur son siège. Gloria a baissé les yeux sur ses genoux. Quand le juge a finalement levé les yeux, son expression s'était durcie. « Nous allons prendre une courte suspension », a-t-il dit doucement. Pendant la pause, Diane est passée devant moi en allant aux toilettes. « Tu penses que ça fait de toi une sorte de héros ?» a-t-elle sifflé. « Tu es juste jaloux que maman m'aime plus. » Je n'ai pas répondu. Quand le tribunal a repris, le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration avant les plaidoiries finales. Claire m'a jeté un regard. Je me suis levé. « Votre honneur » ai-je commencé, la voix ferme. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que mon fils méritait mieux. Il méritait des adultes qui tiennent leurs promesses. Il n'a pas demandé d'argent ou de cadeaux. Il a demandé une famille qui se manifeste. J'ai échoué à voir ce qu'ils étaient jusqu'à ce que cela lui coûte presque sa sécurité. J'ai marqué une pause. Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de responsabilité. Quand je me suis rassis, Claire a fait un petit signe de tête, du genre qui disait « C'est exactement ce dont nous avions besoin ». La défense ne s'en est jamais remise. Ils ont balbutié des excuses, disant que c'était un malentendu,
que Lucas avait insisté pour rester, qu'il prévoyait de revenir bientôt. Le procureur a contré avec les horodatages, les SMS et le témoignage de l'officier. Les mensonges se sont effondrés un par un. À mi-chemin, Diane et Gloria ont déposé une plainte civile distincte pour diffamation contre moi. Claire a répondu par une requête pour procédure abusive devant le tribunal civil. Lors de la première audience, le juge a rejeté leur plainte et leur a ordonné de payer les frais de justice. De retour au tribunal pénal, le procureur a lu leur SMS à haute voix. Il dort. Il va bien. Et a brandi le rapport de police. Lucas était seul dans une maison verrouillée pendant que ces messages étaient envoyés. Le dernier jour, il ne s'agissait plus de culpabilité, mais seulement de son étendue. Quand le verdict est tombé, le tribunal était silencieux, à l'exception de la voix du juge. Gloria Reyes et Diane Rivers sont reconnus coupables de mise en danger d'enfants et de séquestration. La sentence inclut une probation, une thérapie obligatoire, des amendes de restitution et une ordonnance de non-contact empêchant tout contact avec le mineur. Gloria a eu un hoquet. Diane a murmuré quelque chose à Greg, qui avait l'air de vouloir disparaître. Le juge a continué, « Monsieur Reyes, le tribunal vous félicite pour votre retenue et votre coopération avec les forces de l'ordre. La principale préoccupation du tribunal est le bien-être de votre fils. » Ensuite, l'avocat de Diane a approché Claire pour régler discrètement le procès civil. Une partie de l'accord incluait un fonds en fiducie pour les études universitaires et les frais de thérapie de Lucas, financés entièrement par les actifs de Diane. Claire a examiné les documents et me les a remis pour que je les signe. Quand je l'ai fait, la dernière page m'a semblé plus lourde que tout ce que j'avais jamais tenu. Pas de culpabilité, mais de clôture. Après la levée de la séance, je me suis tourné vers Claire. « Vous avez fait plus que gagner un procès, lui ai-je dit. Vous m'avez donné quelque chose que ma famille ne m'a jamais donné. La paix. » Elle a souri légèrement. « Alors nous avons bien fait les choses. » Des mois ont passé. L'hiver s'est adouci en printemps. J'ai vendu mon appartement et j'ai déménagé avec Lucas dans une petite ville côtière à quelques heures au nord. Ce n'était pas luxueux. 2 chambres, un Porsche qui craque et l'odeur du sel dans l'air du matin, mais c'était à nous. Nous passions les samedis à retaper l'endroit. Lucas a peint la boîte aux lettres en bleu, insistant sur le fait que c'était sa couleur préférée. J'ai commencé à construire une cabane dans l'arbre dans le jardin, chaque clou enfonçant le passé un peu plus loin. Chaque coup de marteau semblait refermer une blessure. Il riait à nouveau, fort et sans retenue. Ses dessins ont changé aussi. Fini les maisons sombres. Maintenant, ils étaient remplis de soleil, de fusées et de super-héros qui me ressemblaient toujours un peu. Un soir, alors que je nettoyais après le dîner, mon ordinateur portable a sonné avec un nouvel email. L'expéditeur, Gloria Reyes. L'objet disait, « La famille pardonne ». Le message était court. Nous avons tous fait des erreurs, Nathan. La famille devrait se pardonner. Ne garde pas de rancune. Recommençons à zéro. Je l'ai fixé pendant 10 secondes, puis j'ai cliqué sur supprimer. Certaines choses n'appelaient pas de réponse. Ce week-end-là, Lucas et moi étions assis sur le porche à regarder le coucher du soleil. Il dessinait à nouveau sur son carnet. Au bout d'un moment, il m'a tendu le dessin. C'était un château, des feux d'artifice éclatant au-dessus, et 2 bonshommes allumettes se tenant la main à la porte. La prochaine fois, a-t-il dit, on y va ensemble. J'ai souri. Oui, mon grand. La prochaine fois, juste nous deux. Il s'est appuyé contre mon bras. Le bruit des vagues venait de loin, régulier et calme. Pour la première fois depuis des années, le silence semblait sûr. J'ai regardé notre petite maison. La cabane à moitié construite visible par la fenêtre de la cuisine. La boîte aux lettres bleues attrapant la dernière lueur du jour. Tout ici était petit, simple et réel. Pas de mensonges, pas de culpabilité, pas de spectacle, juste un père et un fils qui avaient enfin de la place pour respirer. Alors que le ciel s'assombrissait, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, la porte verrouillée, le tribunal, le juge tenant le dessin de Lucas, et la femme qui m'a appris que la justice n'était pas une question de colère, mais de limite. Ils ont laissé mon garçon derrière pour lui apprendre la gratitude. Ils m'ont appris ce que la famille n'est pas. Et je leur ai appris ce à quoi ressemble la responsabilité. Plus tard dans la nuit, après que Lucas soit allé se coucher, je suis sorti. L'air marin était frais,
transportant le faible son de rire lointain venant de la promenade. Je suis resté là un long moment, laissant tout s'imprégner. Pas d'appel, pas de culpabilité, plus de prétention que le sang signifiait la loyauté. J'ai éteint la lumière du Porsche, j'ai regardé les étoiles et je suis rentré. Pour une fois, je ne me sentais pas comme le plan B ou le filet de sécurité de quelqu'un. J'étais juste un père qui avait enfin appris à tenir bon, et un homme qui refusait de laisser le silence être confondu avec la faiblesse, plus jamais. Et c'était suffisant. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité. Merci.